après avoir passé mon bac en Guinée. Et, et là, en fait, arrive, j'ai vécu presque 10 ans en Afrique. Je porte tout ça et j'arrive à Paris, ville pour moi du coup énorme, hein, comparé à ce que j'avais vécu durant mon enfance et mon adolescence. Ville énorme, j'avais aucun repère, hein, le froid, je ne connaissais pas ça. Hein. Je ne savais pas comment m'habiller. Je ne comprenais pas les Parisiens. J'avais l'impression de me faire agresser toutes les 2 minutes, mais sans raison. Et donc, ça a été, et en plus d'autres choses. Et donc, ça a été un moment, forcément, une adaptation difficile, compliquée au départ. Parce que, et surtout, en plus, en fait, je commençais à de plus en plus sentir le poids de tout ce que je portais, quoi. Donc, j'ai fait une autre dépression à ce moment-là. Mais, encore une fois, on en parle vain. Et puis, là, vraiment, j'ai commencé à... Mais bon, je continue toujours, moi, à vivre. Hein. Et c'est ça qui vraiment parfois nous porte préjudice. C'est-à-dire que, comme je vous dis, on nous voit sur des photos souriantes, on nous voit en train de faire la fête, de profiter. On est très, très loin d'imaginer le mal-être intérieur, quoi. Mais nous, on a été entraînés à porter tout ça toute seule, tout seul, à faire comme si tout ça était normal, il faut arrêter de faire sa victime. Ah, mais oui, c'est ça. C'est que quand, donc, moi, j'étais anorexique boulimique en Bretagne, parfois, il m'arrivait, je me souviens d'une fois où j'ai fait un malaise. Et donc, du coup, ils ont fait appel à une ambulance dans la petite ville où j'habitais et tout. Et ma mère est arrivée. Et je m'en souviens de la tête de honte de ma mère. C'est-à-dire, c'était pas de préoccupation, c'était de honte. Voilà, mon beau-père, encore sa fille qui a des problèmes. Parce que oui, j'ai toujours été la fille de ma mère pour mon beau-père. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce que le beau-père allait penser encore? Qu'est-ce que la société allait penser? Les amis qui étaient là, parce que c'était une petite ville, beaucoup de gens se connaissaient. Qu'est-ce que les gens vont penser? Donc, la honte, donc du coup, il ne faut pas imposer ça aux autres, quoi. Il ne faut pas s'imposer aux autres. Alors que tout ça nous a été imposé à nous. Hein. Donc, voilà, du coup, nous, on continue avec ces histoires qu'on nous a racontées ou qu'on se raconte depuis notre enfance. Et donc, du coup, je commence vraiment à aller très, très mal, forcément, quoi. Forcément. Et forcément, à un moment, il y a une tentative de suicide. Ça ne peut pas en être autrement. C'est trop de choses. C'est trop de choses à porter. Trop de choses tuent, trop de choses en plus déjà initiales et qui en plus leurs conséquences deviennent des causes à d'autres choses. Et donc, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et tout ça toujours dans le silence, aucun soin, aucune prise de conscience,
de rien, quoi. Et encore une fois, encore une fois, qu'est-ce qui la force de vie, quoi. Parce qu'en même temps que j'ai fait la tentative de suicide, c'est moi-même qui ai appelé les pompiers. Waouh, c'est triste, je trouve ça triste. Triste qu'on ne soit pas entendu, triste qu'on soit livré toujours à nous-mêmes tout seul, quoi. Et donc, c'est à nous-mêmes, en plus, de se rattraper là. Donc, du coup, et encore une fois, tentative de suicide. Et encore une fois, j'allais pas le dire en plus à ma mère. Hein. Parce que oui, tu fais encore ta victime, tu fais des histoires pour attirer l'attention, encore, tu crées encore des problèmes, patati et patata. Donc, j'allais même pas, après une tentative de suicide, de dire à ma mère. Quoi. Vous imaginez. Donc, mais il se trouve qu'elle l'a su, hein, parce que la voisine a vu arriver l'ambulance, et donc a appelé ma mère. Et là, je me dis, waouh, les circonstances font que ma mère le sait. Il va peut-être y avoir une réaction là, enfin, quoi. Eh bien non. Eh bien non. Encore une fois, on me fait culpabiliser. J'ai dû venir ici pour toi. J'ai dû laisser ton beau-père tout seul. Non, mais on entend ces arguments-là, quoi. J'ai dû dépenser de l'argent pour acheter un billet. Non. Où est-ce qu'on est? Mais où est-ce qu'on est, quoi? Ah là là. Mais alors, à ce moment-là, on sombre encore plus, quoi. Comment comment faire autrement? Mais on continue à vivre parce que bah, il n'y a que nous pour nous tenir. Et, euh, et puis parce qu'en fait, on n'est pas encore conscient parce que comme on ne nous a jamais fait prendre conscience encore que tout ce qui nous est arrivé euh, a des conséquences, nous influence encore, parce que tous les traumas qui nous arrivent, ils sont vécus tels quels dès qu'il y a un événement qui se reproduit. Et puis, ils sont dans notre inconscient, dans notre mémoire vive en permanence. Ça, c'est de la science, c'est de la neuroscience. Donc, du coup, on est jeune et on se dit que ça va passer ou que bah, on nous a dit que c'était pas grave, ça va passer. Et puis, voilà, les circonstances vont faire que. Et puis, si j'ai un bon travail, et puis si je trouve le partenaire, si on n'est que dans des si et dans des espoirs, voilà. Et, euh, et en fait, et puis on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas. Euh, et en fait, parce que vous voyez, même après ma tentative de suicide, je ne me dis pas, bon, là, il faut vraiment que je me prenne en main, quoi. Non, parce que c'est pas ce qu'on m'avait appris, c'est pas ce qu'on m'avait dit, c'est pas ce qui se répète. C'est surtout pas en parler, c'est surtout euh, imposer ça aux autres, surtout pas. Donc, en gros, et là, en fait, il m'arrive un événement en plus, hein, un événement donc où je suis victime d'une violence d'un homme et d'une trahison de ma colocataire, enfin les deux ensemble, enfin. Et en fait, le moment où il a été violent, en fait, avec moi,
a ouvert, alors là, les failles là, qui étaient à moitié cousues, qui étaient qui avaient des faux pansements dessus, enfin qu'il n'y en avait pas, quoi, parce qu'ils n'avaient jamais été traités. Mais ça a ouvert tout, les peurs, enfin, beaucoup de choses ont été sont remontées à la surface du coup, et je n'arrivais plus à contrôler. Alors qu'avant, justement, j'avais un mental qui était très, très fort, un cognitif qui était très fort, et que bah, je m'en sortais jusque-là toute seule de tout ça. Tout d'un coup, là, ça m'a submergée. Et du coup, submergée, c'est-à-dire que justement, à partir de ce moment-là, le cognitif, il n'arrive plus à prendre le pas sur l'émotionnel. Et là, du coup, ça a été, je me souviens de la première fois, quelques jours après avoir été victime de cette violence, quand je descendais les escaliers, j'ai senti une peur comme ça de sortir. Et, et je crois que c'est le jour même ou le lendemain que j'ai eu peur de sortir comme ça, que j'ai eu une attaque de panique dans le bus. Et, et là, les attaques de panique, c'est bien quand justement le cognitif, il n'arrive plus à faire le poids face à tout ce qui a été, tout ce qui a été stocké dans le corps, dans l'émotionnel. Et, et là, du coup, on est submergé, hein. Ça, c'est vraiment les attaques de panique. Et, mais je suis submergée, mais encore une fois, je me dis que ça va passer avec le temps, je vais réussir à m'en sortir comme j'ai réussi à m'en sortir euh, de toutes les autres. Et, et en fait, bah non. Si à partir d'un moment où vous avez plein de traumas, vous n'avez pas de support, que il y a eu une accumulation, qu'il n'y a pas eu de traitement de ces traumas, au bout d'un moment, euh, vous n'y arrivez plus, quoi. Vous n'y arrivez plus. Mais on continue à apparaître, à, à apparaître, on continue à se murer dans le silence, parce que c'est tout ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on nous a appris. Euh, et, euh, et que pourquoi investir en nous-mêmes? Personne n'a investi en nous. Et puis, mon beau-père me le disait bien, on ne va pas dépenser de l'argent pour toi, voir un psy ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est-à-dire que, et puis, nous, du coup, on est encore dans ces... tant qu'on n'a pas traité, reprogrammé ces histoires qu'on nous a racontées, on est encore dans, dans la croyance de ces histoires, dans la pratique de ces histoires. On n'a pas eu l'occasion encore de se positionner en tant qu'adulte pour traiter, reprogrammer, archiver ce qui doit être archivé, mettre à la poubelle ce qui doit être mettre à la poubelle et éliminer. Et donc, du coup, moi, en parallèle de tout ça, hein, bah, je faisais mes études. J'ai commencé avec la sociologie. euh, et puis, après, vous vous souvenez, quand je vous disais, quand j'étais petite, que je sentais cette force très, très grande
en moi de pouvoir aider l'autre, de pouvoir, parce que je le comprenais, parce que je le sentais, parce que je le ressentais. Hein, j'ai cette capacité de percevoir les gens, de sentir, j'arrive à aller au-delà des personnes et parce que j'arrive à les ressentir. Donc, du coup, j'ai d'abord fait de la sociologie et puis après, je voulais justement travailler avec l'énergie, je voulais travailler avec le corps et le livre de... donc, non, non simplement, c'était... je me disais, bah, je vais peut-être trouver des outils pour moi. Mais encore une fois, je ne pensais pas à moi à ce moment-là, en fait. Je pensais toujours à aider l'autre. J'étais vraiment dans une dynamique d'aide à l'autre. Parce que je pouvais l'entendre, parce que je pouvais l'entendre, parce que je me sentais investie d'une force très, très grande qui, dont on a besoin pour s'en sortir et donc aider les personnes à s'en sortir. Parce que c'est ça aussi, parce qu'après, donc, du coup, je me suis formée en médecine traditionnelle chinoise, j'ai ouvert mon cabinet. Et en fait, c'est là qu'on se dit, c'est-à-dire, oui, j'aimerais être comme les autres, vivre bien. Et en fait, on se confronte à cette réalité quand on est thérapeute, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas bien et qui portent énormément de chocs émotionnels, de traumas, d'histoires, de silence, de secrets, et du coup, qui ne vont pas bien, parce que tout ça n'a pas été traité, archivé, nettoyé, éliminé. Donc, du coup, je me force, et tout au long, en fait, de ces années qui vont suivre, je vais véritablement chercher des outils, parce qu'en plus, je voulais que ça soit des outils naturels, parce que moi, ça a été toujours quelque chose qui m'a parlé. Vous savez quoi? Je suis à un moment, je me suis dit, bah, j'étais à Paris, je me suis dit, bah, faut que j'aille voir un psychologue, je vais voir, j'ai vraiment besoin. Et je suis allée, j'ai pris un rendez-vous avec un psychologue et je ne me souviens plus du nom de la rue, mais parce qu'à un moment où ça s'est passé, je voulais vraiment m'en souvenir. Et donc, j'ai raconté à ce psychologue pour la première séance donc, bah, certaines choses que je vous ai racontées ici. Et là, à la fin, il me dit oui, mais oui, tu as totalement raison, je te comprends. Enfin, un dialogue un peu pas très professionnel. Enfin, c'était pas pour me dire que j'avais raison. Enfin, euh, pas que ça, c'était pas professionnel, mais c'était la façon dont il me parlait. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de trop grand désir de proximité. Et à la fin de la séance, euh, il me prend entre ses bras et il me caresse comme ça. Et je me souviens d'être sortie de son cabinet et d'avoir vu deux autres jeunes filles, mais toutes flétries, toutes désespérées, toutes. Et je me suis demandé à quel point il abusait d'elles, à quel point il les manipulait. J'ai eu envie de le dénoncer, hein. Mais encore une fois, vous voyez comment on passe sous silence. On passe sous silence. Et la chose, c'est que quand on parle, on n'est pas écouté, hein. On n'était pas écouté, on va dire maintenant, parce que j'ai vraiment l'espoir que ça change. Et je vois ça, je vois que les jeunes, ils ont vraiment envie d'un autre monde. Ils ont vraiment envie de partir du constat que
il y a des discriminations, il y a des féminicides, il y a une injustice, des injustices. Ils ont vraiment envie de partir de ce constat-là, d'arrêter de perdre du temps sur des pourparlers de discrimination, oui ou non, victime, oui ou non, féminicide, oui ou non. Eux, ils ont envie de partir de ce constat-là et de construire autre chose, quoi. Construire une société plus saine. Donc, vraiment, j'ai l'espoir. Je vois vraiment deux mondes s'entrechoquer en ce moment. Et j'entends encore des discours qui me paraissent être complètement sortis d'une autre époque, sortis d'un autre monde, mais il y a des gens qui s'attachent là et qui ne veulent pas que les choses changent et pour le mieux. Hein. Donc, du coup, j'ai toujours voulu avoir des traitements naturels. Naturellement, j'ai toujours été pas très. Les antibiotiques, pas les antibiotiques, les antidépresseurs j'avais toujours un peu peur des antidépresseurs. Et puis parce qu'en plus, j'étais intimement déjà convaincue par ma vision personnelle que il fallait traiter les causes, c'est-à-dire que les antidépresseurs, oui, ils peuvent aider. Hein. Moi, je suis pas. Moi, je pense que il faut toujours additionner les choses hein, au lieu de soustraire ou d'opposer. Donc, les antidépresseurs peuvent être utiles dans certains cas, peuvent être nécessaires dans certains cas, mais d'abord, on utilise des soins naturels pour voir, et puis on voit si vraiment on a besoin d'antidépresseurs. Mais donc, j'ai vraiment cherché à des outils naturels. Et en fait, j'ai découvert au long de tout ce cheminement d'abord tout ce qui est programmation neurolinguistique, puis le deuxième cerveau, comment tout ce que notre alimentation, ce que l'on porte, nos stockages, tout ça influence notre bien-être. Et puis après, et comme je disais plus tôt avec le neurologue Servan Schreiber, qu'il faut passer par le corps, c'est ça en fait. Le corps, ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, c'est notre réalité. Hein. Et on est toujours finalement beaucoup à donner de l'importance aux apparences, à comment on se présente, ce que les autres voient de nous. Mais finalement, notre vérité et puis la réalité de ce monde, elle est stockée à l'intérieur de notre corps. Donc, tout ce que l'on pense, nos comportements, tout ça sont des informations que l'on porte. Donc, parce qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvée dans la situation où, ok, je connais les causes, je connais les conséquences, et encore quand on commence à rentrer dans le soin, dans l'introspection, en fait, on découvre des causes dont on ne se souvenait même pas. Donc, et que l'on porte et qui sont en permanence en nous, en train de cette histoire qui se répète dans notre inconscient en permanence. Donc, quelles étaient et donc la réalité dans notre corps, notre vérité dans notre corps, et donc des techniques de soins de nettoyage, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on n'arrive plus
à traiter ce qui vient de l'extérieur. On n'arrive plus à traiter tout ce qui nous submerge. Il faut qu'on se nettoie, il faut qu'on nettoie, il faut qu'on traite les informations non traitées de notre enfance ou les différents traumas qui nous sont arrivés. C'est pas simplement forcément durant l'enfance, hein, ça peut être un viol à l'âge adulte, ça peut être un accident de voiture, ça peut être la perte d'un être cher. Donc, il faut vraiment traiter ces informations, ces événements pour que ça soit archivé, pour que ça ne soit plus dans notre mémoire vive, dans notre inconscient en permanence. Il faut reprendre possession de son cognitif, peut-être petit à petit, parce que du coup, quand on, on se nettoie, on libère de l'énergie qui était, comment dire, qui était monopolisée en permanence pour soutenir ces déséquilibres internes, pour nourrir ces croyances, nourrir ces histoires. Donc, du coup, on libère notre énergie et du coup, on peut se voir pleinement dans le présent, l'inné qui est là, l'inné qui était là depuis le départ, qui est maintenant nourri d'expériences que l'on a traitées. Maintenant, on peut vivre pleinement notre vie d'adulte et créer qui l'on souhaite être, comment on souhaite vivre notre futur, notre vie. Donc, moi, je vous invite à faire la même chose que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Parlez. Parlez à votre cercle proche d'abord, à vos cercles d'amis, ensuite, parlez naturellement à d'autres personnes de ça, parce que ce n'est pas à nous tout seuls de porter cette réalité sociale, cette réalité familiale, cette réalité sociale, et auquel on n'y est pour rien, et ce n'est pas notre faute. On n'est pas... donc, et puis, parce que on s'est accueilli, parce que on a bien intégré que c'est pas notre faute, que on a accueilli le fait que oui, on a été victime, que l'on peut commencer à rentrer dans le soin. Et peut-être même, on sera du coup soutenu, aidé par d'autres personnes. Mais ce n'est pas en se disant que il faut arrêter de faire sa victime, qu'il faut sortir du rôle de victime. Il n'y a pas de rôle de victime. Ah, ça m'énerve quand on dit ça. Déjà, quand on, si on peut dire la victimisation, entre guillemets, c'est un terme technique et encore de plus en plus, il est évité. Et c'est dans un terme technique, psychologique et médical pour justement dire que oui, la personne a été victime et elle est prise dans cette situation où elle est victime un jour, victime toujours, parce que les traumas n'ont pas été traités. Hein. Donc, c'est pas, elle fait ça, c'est pas un rôle de victime, c'est pas de la victimisation, c'est neurologique, c'est un fait médical. Hein, c'est que tant qu'un trauma n'est pas traité, on le vit en permanence. Donc, à partir du moment où vous vous acceptez, hein, et du coup aussi vous acceptez l'autre, parce que parfois en plus quand on a été victime et que on s'en est sorti comme ça en disant ouais,
non, je sors de la victimisation, tout. Bah, du coup, on a beaucoup de mal à entendre le mal de l'autre. On ne va pas avoir de la patience, de la compassion, de l'empathie. Parce que non, non, attends, faut que tu sortes de ce rôle de victime, il faut que tu prennes ta vie en main, c'est comme ci, c'est comme ça, à la dure, quoi. Parce qu'en plus, c'est ça la chose. C'est qu'il y a un livre passionnant que je travaille, avec lequel je travaille dans la reprogrammation énergétique émotion. C'est pas parce qu'il nous dit comme ça, il donne l'exemple, par exemple, d'une épine. On a une épine dans le bras et à chaque fois que on se cogne contre quelque chose, ça nous provoque une douleur énorme, immense. Et bien là, on a deux choix. Soit on décide à travailler pour voir comment on peut retirer l'épine pour après pouvoir se déplacer librement, réellement librement dans l'espace et dans notre vie du coup. Soit on va, je vous montre un style, il y a l'épine ici. Soit on va finalement faire comme si, donc non, on va donc du coup inventer tout un tas de stratagèmes pour éviter de se coigner le bras. C'est-à-dire, bah, du coup, on va passer comme ça dans les portes. D'abord, on va éviter tout, plein de choses autour. Et ça, on revient à ce que je vous disais plus tôt, l'évitement. Hein. C'est-à-dire que quand on ne traite pas véritablement la cause, le trauma, on ne le traite pas. Quand je dis traiter, c'est pas paf, paf, on va aller dessus. C'est traiter au niveau de l'information que l'on porte. C'est le traitement d'information. Hein, et du coup, on va l'archiver, on va le sortir de la mémoire vive et on va pouvoir mettre à la poubelle ce dont on ne veut plus, ce que l'on ne veut plus être et subir. Et donc, du coup, on va, et alors, du coup, on va être dans l'évitement. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai été victime de viol euh, et, euh, et du coup, bah, j'ai pas eu, je ne l'ai pas traité. Je l'ai porté en moi, je le porte dans le silence. Je suis comme ça. Je porte dans le silence, j'en subis toutes les conséquences et tout. Mais petit à petit, qu'est-ce que je vais faire? Même inconsciemment, hein, même si j'ai l'impression que ça va, inconsciemment, bah, je vais bah, déjà, c'est une réalité pour toute femme, je pense, mais encore plus si on a été victime de viol. Déjà, on vit dans deux mondes différents, c'est-à-dire on, on s'expose à moins de choses. On va éviter d'aller dans tel endroit, on va éviter le soir, la nuit, à telle ou telle heure. Donc, déjà, on voit que... et puis après, ça va être, bah, je vais éviter de mettre telle robe, je vais éviter de faire telle chose. Donc, en fait, on voit que et petit à petit, on est en train de se consommer, on est en train de consommer, je cherche le mot, étouffer petit à petit notre flamme, quoi. Et donc, du coup, bah alors là, donc on rentre dans l'évitement, et puis d'abord, et puis après, on va aller jusqu'à, alors le cognitif, il est là, je suis super forte, on sort de la victimisation, non, et là, du coup, j'ai trouvé des solutions. Alors, en fait, je vais construire une super machine pour en fait, pouvoir protéger mon bras. Et en fait, euh, et alors, du coup, je vais avoir super l'impression d'être dans la réussite, hein, parce qu'en plus, j'ai construit une machine. Et,
Et en plus, bah, du coup, bah, je vais dire, bah, tiens, toi aussi, tu as ce problème. Bah, écoute, ne sois plus victime. J'ai la solution pour toi. Mets cette machine que j'ai créée et tu pourras te déplacer. Et en fait, on voit que on vit avec une tonne de murs, hein, euh, pour pas être affecté là où ça nous fait mal. Et, euh, et en fait, cette personne-là qui a construit cette machine-là, elle pense que bah, elle se voit, voilà, super, elle a réussi à passer par-dessus, mais l'épine, elle est toujours là. Et en fait, finalement, il a construit toute sa vie pour éviter la douleur que crée cette épine. Donc, ce n'est pas une vraie liberté, ce n'est pas une vraie expression de soi. En fait, l'expression, toute son expression de soi, là, elle a été pour construire cette machine, pour éviter cette douleur. Mais s'il avait enlevé l'épine, qu'est-ce qu'il aurait fait? Quoi il aurait mis son énergie? Vous comprenez? Donc, je vous invite à parler, à tout simplement exprimer cette réalité familiale, sociale, votre réalité, votre vérité. Arrêtez de la porter pour tout le monde. Hein. Arrêtez de devoir faire semblant, de devoir prétendre. Déjà, ça va vous faire énormément de bien. Et puis après, commencez, puisque en fait, on voit que si on a déjà parlé, bah, qu'on n'a pas eu le soutien, les réponses qu'on attendait de qui on espérait, bah, on va, comme on dit quand on prend l'adulte qui prend, alors nous-mêmes, on va se prendre en main, mais pas tout seul, pas toute seule. On va aller chercher de l'aide. Alors, la méthode REDEM, moi, je l'ai conçue justement pour ça, pour dans une globalité, parce que je l'ai expérimenté. Ce n'est pas parce que on traite telle chose que de tel côté, c'est non, en fait, les émotions, elles se stockent partout dans notre corps. Donc, c'est un, c'est une méthode globale. On travaille sur le physique, l'émotionnel, le mental, et ça encore, c'est 3 dimensions, et puis énergétique. Donc là, c'est 4 dimensions, mais après, il peut y en avoir encore d'autres. Mais donc, déjà, pour commencer, quoi, déjà, on libère son énergie, on se centre, on se nettoie, et on débloque notre existence. Et donc déjà, donc voilà, la méthode REDEM, moi je l'ai conçue pour ça, mais après, il y a plein d'autres outils, il y a plein d'autres voies. Mais en tout cas, commencez, car comme je vous disais, en neurologie, on le voit, le temps n'arrange pas les choses, les aggrave. Et chaque temps que l'on passe sans agir intentionnellement pour notre bien-être, notre bonheur, notre guérison, c'est des années qu'on passe à donner notre énergie, à nourrir ce mal-être. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, du coup. Peut-être vous pouvez partager cette vidéo à des personnes qui ont besoin de parler aussi. Vous pouvez aussi faire comme moi, là, faire une vidéo
l'envoyer à votre famille. Boum! Et n'ayez pas peur de faire des vagues. N'ayez pas cette peur-là parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que vous soyez la seule à porter ça. C'est familial ce que vous êtes en train de porter. Hein. Et puis, si ça fait des vagues, justement, c'est le début du soin, même pour eux. C'est un moment, nous, on décide de casser ce cycle de répétition, de ce mal-être, répétition de ce silence, répétition de tout de ce que éventuellement justement là, parce que ce que l'on porte en nous, les membres de notre famille le portent en eux aussi, hein, donc il y a plein de gens qui sont sous silence, il y a plein de gens qui se taisent de plein de choses, donc comme je dis, quand on nettoie le monde. Donc, quand une chose n'est plus en nous, elle commence à ne plus être autour de nous et petit à petit, ça se répercute. Mais tant qu'une chose est à l'intérieur de nous, bah, elle se passe et puis elle se manifeste. Donc, inconsciemment ou consciemment. Donc, et du coup, aussi, soit on fait inconsciemment les autres victimes, soit consciemment, enfin, d'une manière générale, en fait, c'est toujours inconsciemment, on ne s'en rend pas compte. Mais même quelqu'un qui, je veux dire, un homme qui frappe sa femme, parce que ça, c'est une autre réalité qu'il faudra aussi voir. C'est donc du coup, même bah, il est, il est, il peut être inconscient du mal qu'il est en train de faire. Donc, il faut véritablement qu'il commence à se soigner aussi. Donc, vous avez l'impression qu'en parlant, ça va aggraver les choses. Non, les choses sont déjà graves telles qu'elles sont. C'est ce qui se passe là qui est grave. C'est ce qui a été fait et cette mise sous silence et ce non-soin qui est grave. Donc, parler, c'est le début de votre guérison et aussi peut-être de ceux qui vous entourent. Et puis, vous parlez, bah, peut-être qu'il y aura aussi une autre personne et du coup, vous vous soutenez et du coup, vous vous aidez ensemble pour changer et pour guérir. Donc, voilà, moi, je me tiens à votre disposition. Il y a peut-être, enfin, il n'y a pas peut-être, il y aura bientôt, mais je dis peut-être parce que je suis tellement dans les détails, tellement de choses à faire, un événement gratuit de la méthode REDEM qui va bientôt arriver. Donc, voilà, vous pourrez peut-être en savoir un peu plus si c'est l'outil pour vous. Je vais partager avec vous des savoirs et des outils et vous verrez si c'est un outil pour vous que vous voulez faire avec moi ou que vous voulez mettre les outils en pratique par vous-même ou avec d'autres personnes. Mais voilà, allons-y. C'est pas fier d'être victime, non, parce que justement notre but, c'est de ne plus être victime, mais c'est d'accepter qu'on a été victime, hein, et que ce n'est pas notre faute, et que il faut le dire, on peut le dire, parlons-en, parlons-en. Je vous embrasse fort, je suis avec vous, et bravo, bravo, bravo pour tout ce que vous faites. Comme vous voyez, on est très fort, très très forte de vivre en portant tout ça.
Mais maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on vive en ne portant plus tout ça. C'est vivre pleinement notre vie. C'est manifester pleinement notre énergie. Ne plus priver le monde de qui l'on est. À 100%. 100% entre guillemets. Voilà, on se comprend, j'espère. Vraiment, merci beaucoup. Je suis avec vous. Ciao.